Quand j'ai fermé la porte de l'appartement à Lyon pour la dernière fois, je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais courageuse, mais parce que si je l'avais fait, ma détermination se serait peut-être effondrée avec les 32 ans que j'avais investis dans ce mariage. Mon mari, Benoît, était de l'autre côté de cette porte, probablement souriant avec cette expression de supériorité qu'il avait perfectionnée au cours des derniers mois. Il était absolument certain que je reviendrais en quelques heures, en pleurs, suppliant pardon pour avoir osé le contrarier. Après tout, c'était ainsi que cela fonctionnait depuis 3 décennies. Je cédais, il gagnait, et la vie continuait dans une routine étouffante que je confondais avec la stabilité. Mais ce matin d'octobre, quelque chose en moi s'est rompu définitivement. Ce n'était pas seulement la découverte de la trahison. Bien que savoir qu'il était impliqué avec Chloé, une collègue de travail 20 ans plus jeune, avait été comme recevoir un coup de poignard dans la poitrine. Ce qui m'a vraiment déchiré, c'était la manière dont il m'avait dit de partir. Avec mépris, avec indifférence, comme si j'étais un vieil objet qu'il avait enfin le courage de jeter. « Vas-y, Élodie, quitte la maison, on verra combien de temps tu tiendras seule », furent ses mots exacts, prononcés avec un sourire froid pendant qu'il prenait son petit déjeuner comme s'il commentait la météo. J'avais 42 ans, 2 valises improvisées et un compte bancaire conjoint qu'il contrôlait depuis des années. Théoriquement, je n'avais rien. Mais il y avait quelque chose que Benoît ignorait complètement. Et ce quelque chose allait tout changer dans les jours suivants. J'ai descendu les escaliers de l'immeuble où nous vivions depuis 15 ans, chaque marche résonnant comme une sentence finale. Le concierge, M. Girard, m'a regardé avec surprise quand il m'a vu porter les valises, seul, un jour de semaine, à 7 heures du matin. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais mon visage a dû communiquer tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il s'est contenté de hocher légèrement la tête et a tenu la porte pendant que je sortais vers la rue de la République, où la brume matinale de Lyon enveloppait tout dans une atmosphère irréelle, comme si la ville elle-même était témoin de ma chute ou de ma renaissance. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare. Je n'avais pas planifié où aller. Je savais simplement que j'avais besoin de distance, de silence, d'un endroit où je pourrais penser sans sentir le poids de cet appartement m'étouffer. Pendant le trajet, j'ai observé la ville se réveiller, les boulangeries ouvrant, les gens courant au travail, la vie suivant son cours normal pendant que la mienne s'effondrait. Ou était-ce qu'elle ne faisait que commencer ? À la gare, j'ai acheté un billet pour Annecy. Ce n'était pas un choix rationnel. Annecy était l'endroit où mes parents m'avaient emmené enfant, pendant les vacances d'été qui semblaient appartenir à une autre vie, à une autre Élodie, celle qui croyait encore aux fins heureuses et aux hommes de parole. J'avais besoin de ce lac, de ces montagnes, de ce décor qui avait toujours représenté la paix dans mes rares moments de bonheur authentique. Le train était presque vide. Je me suis assise près de la fenêtre et, pour la première fois en heures, j'ai permis aux larmes de venir. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, il y avait de la colère là, de l'humiliation, mais aussi un soulagement étrange que je n'attendais pas de ressentir. Comme si une prison invisible s'était enfin ouverte. Pendant 32 ans, je m'étais modelée pour être l'épouse parfaite, la femme au foyer impeccable, la femme qui ne causait jamais de problème. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté ? Un mari qui m'avait échangé contre une version plus jeune dès qu'il en avait eu l'occasion, sans démontrer le moindre remords. Tandis que le paysage français défilait par la fenêtre, champs verts, petits villages, églises centenaires, j'ai commencé à réfléchir sur comment j'en étais arrivée là. Benoît et moi, nous nous étions rencontrés quand je n'avais que 20 ans. Il avait 6 ans de plus, avocat déjà établi, charmant, convaincant. Mes parents l'avaient adoré immédiatement. « Un homme avec un avenir », disait ma mère. « Quelqu'un qui prendra bien soin de toi », ajoutait mon père. Et moi, naïve et amoureuse, j'avais cru qu'être prise en charge signifiait être aimée. Les premières années avaient été bonnes, je ne peux le nier. Benoît était attentionné, m'emmenait dîner, m'offrait des cadeaux. Mais subtilement, presque imperceptiblement, il avait commencé à contrôler chaque aspect de ma vie. D'abord les amitiés. « Ton ami n'a pas de bonne valeur, Élodie. » Ensuite mon travail comme assistante administrative. « Tu n'as pas besoin de travailler, j'ai les moyens de subvenir aux besoins de notre maison. » Et finalement, ma propre identité. «
Ne porte pas ça, ne parle pas ainsi, ne pense pas de cette façon. Je me suis rendu compte que j'étais devenue une ombre. Et le pire, j'avais accepté. J'avais accepté parce qu'on m'avait convaincu que c'était de l'amour, de l'attention, de la protection. En réalité, ce n'était que du contrôle déguisé en préoccupation. Je suis arrivée à Annecy en début d'après-midi. La ville était belle comme toujours. Le lac cristallin reflétant les montagnes alpines, les canaux serpentant à travers la vieille ville, les fleurs encore colorées malgré l'automne. J'ai trouvé un petit hôtel près du centre, rien de luxueux, mais accueillant. La propriétaire, Madame Beaumont, une dame aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, m'a accueillie sans poser de questions indiscrètes. Elle m'a simplement donné la clé de la chambre et a dit « Le lac guérit beaucoup de blessures, ma chère. Laissez-le faire son travail. » Ce soir-là, seule dans une chambre modeste avec vue sur le lac, j'ai appelé ma sœur cadette, Margot. Elle vivait à Marseille et était la seule personne de la famille avec qui j'entretenais un véritable contact. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Puis, elle a simplement dit « Dieu merci, tu as enfin quitté cette prison. » Prison. Le mot a résonné dans mon esprit. C'était exactement ce que mon mariage était devenu. Une belle prison, confortable, mais quand même une prison. Et j'avais été mon propre geôlier pendant trop longtemps. Margot m'a fait promettre que je ne reviendrai pas, que je ne céderai pas aux inévitables appels de Benoît. Il va appeler Élodie. Il va feindre le remords. Il va promettre des changements. C'est ce que font les hommes comme lui quand ils réalisent qu'ils ont perdu le contrôle. Mais ne reviens pas. Pour l'amour de Dieu, ne reviens pas. J'ai raccroché le téléphone et suis restée à observer le lac par la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre, vacillant doucement. J'ai pensé à Benoît, à Chloé, à tout ce que j'avais perdu. Mais j'ai aussi pensé à quelque chose qu'ils ne savaient pas, quelque chose que j'avais gardé en secret absolu pendant les 3 dernières années. Ma grand-mère maternelle, décédée quand j'avais 39 ans, m'avait laissé un héritage considérable. Elle avait toujours été une femme indépendante, qui avait construit un petit empire avec une boutique de tissus fins à Paris. Elle ne faisait pas confiance à Benoît. Elle n'avait jamais eu confiance. Avant de mourir, elle m'avait appelée et m'avait dit « Élodie, cet argent est à toi seule. Ne le dis pas à ton mari. Garde-le pour le jour où tu auras besoin de liberté. » Et j'avais gardé. J'avais ouvert un compte à mon nom, dans une banque différente, et il était là. 150 000 € que Benoît ignorait complètement. Pendant 3 ans, j'avais gardé ce secret. Une partie de moi se sentait coupable de cacher quelque chose à mon mari. Mais une autre partie, plus profonde et plus sage, savait que ma grand-mère avait raison. Et maintenant, assise dans cette chambre d'hôtel, je comprenais parfaitement ce qu'elle avait prévu. Si vous m'écoutez en ce moment, vous connaissez probablement cette douleur qui semble n'avoir pas de nom. Cette sensation d'avoir tout donné et reçu si peu en retour. S'il vous plaît, si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un like et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Savoir que je ne suis pas seule dans ce voyage fait toute la différence. Et si vous voulez suivre jusqu'à la fin, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui s'est passé dans les jours suivants a tout changé et vous devez savoir comment cette histoire se termine. Pendant les 3 jours suivants, je n'ai répondu à aucun appel de Benoît. Il a appelé 17 fois le premier jour, 15 le deuxième, 12 le troisième. Les messages ont évolué. D'abord arrogants, puis irrités, finalement presque désespérés. Mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais le faire souffrir, mais parce que j'avais besoin de ce silence pour penser, pour me reconnecter avec moi-même après des décennies perdues dans ces attentes. Je passais mes journées à marcher autour du lac, assise dans les cafés, observant les gens vivre leur vie normale. Des couples âgés, main dans la main, des familles avec enfants nourrissant les cygnes, des jeunes riant sans souci. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. Et c'était étrangement réconfortant, savoir que le monde ne s'arrêtait pas à cause de ma douleur. C'est le 4e jour que tout a changé. Je prenais mon petit déjeuner à l'hôtel quand mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Benoît. C'était Sylvie, ma belle-mère. J'ai hésité avant de répondre. Sylvie avait toujours été froide avec moi,
ne m'ayant jamais considéré assez bien pour son précieux fils. Mais quelque chose m'a fait répondre. « Élodie ?» Sa voix était altérée, presque hystérique. « Tu sais ce qu'il vient de faire ?» Mon cœur s'est accéléré. « De quoi tu parles, Sylvie ?»« Benoît, il a vendu la maison de campagne en Provence. Cette maison qui appartenait à mon père, qu'il m'avait promis de garder dans la famille. Il l'a vendue sans me le dire. Et tu sais pourquoi ? Pour acheter un appartement pour cette femme, pour Chloé. » Je suis restée silencieuse, assimilant l'information. La maison de campagne en Provence était une propriété qui appartenait à la famille Vasselin depuis 3 générations. Sylvie était absolument passionnée par cet endroit. C'était le seul héritage tangible qui restait de son père. Je l'ai découvert ce matin quand le notaire m'a appelé pour confirmer des détails de la vente. Il pensait que j'étais au courant. « Élodie, j'ai besoin que tu reviennes. J'ai besoin que tu empêches cela. Tu es sa femme. Tu as des droits. » Et voilà. L'ironie amère de la situation. La même belle-mère qui m'avait toujours traité comme inférieure m'implorait maintenant de sauver la situation. La même femme qui me blâmait de ne pas donner de petits-enfants à Benoît, même en sachant que c'était lui qui avait des problèmes de fertilité, avait maintenant besoin de moi. « Sylvie ?» ai-je répondu calmement. « Je ne fais plus partie de cette famille. Benoît m'a expulsée de la maison, tu te souviens ? Il m'a dit de partir, et je suis partie. Mais tu es encore mariée avec lui. Tu peux contester la vente. S'il te plaît, Élodie, cette maison, c'est tout ce qui me reste de mon père. » J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Non pas de peur, mais de quelque chose de différent. C'était du pouvoir. Pour la première fois en décennies, j'avais quelque chose qu'il voulait. Information, position, leverage, comme Benoît aimait dire dans ses négociations juridiques. J'ai immédiatement appelé Margot et lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un moment avant de parler. « Élodie, tu réalises ce que cela signifie. Il n'a pas vendu cette maison juste pour acheter un appartement à sa maîtresse. Il essaie de cacher des biens avant un éventuel divorce. Il protège son patrimoine. Et s'il a fait ça avec la maison de Provence, qu'est-ce qu'il fait d'autre ?» Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Bien sûr, Benoît était avocat spécialisé en droit de la famille. Il savait exactement quoi faire pour me laisser sans rien dans une procédure de divorce. Et il était certain que j'étais trop idiote pour m'en rendre compte. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé mon intelligence. Et plus important, il avait sous-estimé ma capacité à tout documenter. Pendant les 6 derniers mois, depuis que j'avais commencé à soupçonner la trahison, j'avais tout gardé. Relevés bancaires qu'il laissait traîner, emails qu'il ne supprimait pas correctement, conversations WhatsApp qu'il pensait que je ne savais pas consulter. J'avais un dossier complet avec des preuves de dépenses suspectes, de virements vers des comptes que je ne connaissais pas, de reçus pour des cadeaux très chers que je n'avais jamais reçus. Je n'avais pas fait cela par vengeance. Je l'avais fait par instinct de survie, le même instinct qui m'avait fait garder le secret de l'héritage de ma grand-mère. Cet après-midi-là, j'ai appelé un avocat à Lyon qu'une amie de Margot avait recommandé. Maître Dubois était spécialiste du divorce et avait la réputation d'être implacable. Quand j'ai expliqué ma situation et mentionné toute la documentation que je possédais, j'ai entendu un léger rire de l'autre côté de la ligne. « Madame Vasselin, votre mari peut être avocat, mais il semble avoir oublié la première règle. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Venez me voir demain. J'ai le sentiment que ce sera un cas intéressant. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi profondément. Ce n'était pas un sommeil tranquille. Mon esprit bouillonnait de plans, de possibilités, de scénarios. Mais c'était le sommeil de quelqu'un qui avait enfin un but, une direction. Ce n'était plus pour sauver un mariage raté. C'était pour récupérer ma dignité, mon autonomie, ma vie. Le lendemain, je suis retournée à Lyon. Mais je ne suis pas revenue brisée ou suppliante. Je suis revenue avec le dossier de documents, avec un avocat affûté à mes côtés et avec une détermination que je ne savais pas posséder. Quand Maître Dubois a examiné tous mes documents, il a été impressionné. « Vous avez tout ici, preuve d'infidélité, de dissimulation de patrimoine, de mouvements financiers suspects. Madame Vasselin, votre mari a de sérieux problèmes. Nous avons découvert plus que je n'imaginais. Benoît n'avait pas seulement vendu la maison de Provence. Au cours des 8 derniers mois, il avait systématiquement transféré de l'argent de nos comptes joints vers des investissements à son seul nom. Il avait acheté des actions, investi dans des fonds,
acquis une voiture de luxe enregistrée au nom d'une société offshore. Il construisait un patrimoine parallèle, se préparant au divorce et s'assurant que je resterais avec le minimum possible. Mais il y avait un problème dans son plan. J'avais des preuves de tout. Maître Dubois a préparé une requête de divorce contentieux avec demande d'ordonnance de blocage de tous les biens. Nous avons joint chaque document, chaque relevé, chaque reçu. C'était un dossier solide, impeccable. Benoît, l'avocat si confiant, était sur le point d'être détruit par sa propre arrogance. Quand les documents lui ont été remis au bureau, Margot m'a raconté qu'il était devenu pâle. Il m'a appelé immédiatement, mais je n'ai pas répondu. Il a envoyé des messages désespérés. « Élodie, nous devons parler. C'est un malentendu. Nous pouvons résoudre cela. » Mais il n'y avait plus rien à résoudre. L'homme qui m'avait dit de quitter la maison avec mépris implorait maintenant une conversation. Sylvie m'a également rappelé, mais cette fois, le ton était complètement différent. « Élodie, mon fils a commis des erreurs, mais tu ne peux pas détruire notre famille ainsi. Pense aux années que vous avez passées ensemble. » « J'y pense tous les jours, Sylvie, » ai-je répondu calmement. « Je pense à comment j'ai été manipulée, contrôlée, diminuée. Et je pense à comment vous m'avez toujours traitée comme si je n'étais pas suffisante. Maintenant, enfin, je suis suffisante pour moi-même. » La bataille juridique a duré 4 mois. Ce furent des mois intenses, avec des audiences, des témoignages, des expertises. Benoît a engagé l'un des meilleurs avocats de Lyon, mais cela n'a servi à rien. Les preuves étaient irréfutables. Il avait violé la loi en dissimulant le patrimoine conjugal. Il avait commis une fraude en vendant la propriété sans consentement approprié. Et l'infidélité, bien que n'étant plus une base légale pour le divorce en France depuis 2005, créait un contexte moral qui influençait les décisions sur le partage des biens. Pendant cette période, j'ai découvert des choses qui m'ont dégoûté. Chloé n'était pas la première. Il y en avait eu d'autres au fil des années, secrétaires, collègues, même la sœur d'un client. Benoît était un menteur en série, un manipulateur qui utilisait son charme et sa position pour séduire des femmes tout en maintenant la façade du mari exemplaire. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir que ma belle-mère savait. Sylvie connaissait les trahisons et ne m'avait jamais rien dit. Elle considérait cela comme des problèmes d'hommes qu'une bonne épouse devait tolérer en silence. Quand je l'ai confrontée à ce sujet lors d'une audience, elle a simplement détourné le regard, incapable de nier. Le jugement final a eu lieu un matin froid de février. La juge, une femme d'âge mûr avec une expression sévère, a écouté tous les arguments et a examiné méticuleusement chaque document. Quand elle a rendu son verdict, il a été concis et dévastateur pour Benoît. J'ai reçu 50% de tous les biens, y compris ceux qu'il avait essayé de cacher. La maison de Provence a été récupérée et mise à mon nom, puisque la vente avait été frauduleuse. L'appartement qu'il avait acheté pour Chloé a dû être vendu et la valeur divisée. J'ai reçu une compensation supplémentaire pour la dissimulation de patrimoine et pour la dissolution unilatérale du mariage de sa part. Au total, je suis partie avec environ 450 000 € en biens et argent, sans compter les 150 000 de l'héritage qu'il n'avait jamais su exister. Benoît est sorti de la salle d'audience détruit. Non financièrement, il avait encore des ressources, mais sa réputation était ruinée. Un avocat spécialiste du droit de la famille pris en flagrant délit de dissimulation de patrimoine de sa propre épouse. L'ordre des avocats a ouvert une procédure disciplinaire. Les clients ont commencé à l'abandonner. Chloé, opportunément, a disparu dès qu'elle a réalisé que l'argent facile était terminé. Sylvie ne m'a plus jamais parlé. J'ai envoyé les documents de la maison de Provence avec une note. Cette propriété est maintenant à mon nom. Vous pouvez la visiter quand vous voulez, mais vous n'en aurez plus jamais le contrôle. Tout comme vous n'aurez plus jamais de contrôle sur moi. 6 mois après le divorce, je me suis installée définitivement à Annecy. J'ai acheté une maison charmante près du lac, avec jardin et vue sur les montagnes. J'ai tout redécoré à ma façon. Couleurs vives, art moderne, plantes partout. Rien du style minimaliste et froid que Benoît insistait à maintenir à Lyon. J'ai ouvert une petite librairie dans le centre historique d'Annecy. J'avais toujours aimé les livres, mais Benoît pensait que c'était un passe-temps de femme ennuyée. Maintenant, c'était mon commerce,
ma passion, ma réalisation. La librairie est devenue un point de rencontre pour les femmes de la région. Nous faisions des clubs de lecture, des débats, des événements littéraires. C'était un espace de connexion et d'autonomisation. Margot me rendait fréquemment visite, amenant son mari et ses 2 enfants. Ils adoraient Annecy et adoraient à voir la nouvelle Élodie, plus légère, plus souriante, plus vivante. « Tu es tellement différente », a dit Margot lors d'une de ses visites. « C'est comme si tu étais enfin redevenue toi-même. » Et c'était vrai. Pour la première fois en plus de 3 décennies, j'étais simplement Élodie. Pas la femme de Benoît, pas la belle-fille inadéquate de Sylvie, pas la femme qui devait se conformer aux attentes des autres. Juste moi, avec mes défauts, mes qualités, mes choix. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre de Benoît. Je ne m'y attendais pas, je n'en voulais pas. Mais la curiosité m'a fait l'ouvrir. C'était une longue lettre, pleine de regrets tardifs et d'excuses vides. Il disait qu'il avait compris ses erreurs, que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée, qu'il avait été un imbécile. Il terminait en demandant une chance de recommencer. J'ai relu la lettre plusieurs fois, non pas avec nostalgie ou envie de pardonner, mais en analysant chaque mot comme s'il s'agissait d'un texte littéraire. J'ai reconnu les techniques de manipulation qu'il avait toujours utilisées. Victimisation, appel émotionnel, promesses vagues de changement. C'était le même schéma habituel, juste réemballé dans de plus jolis mots. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Je n'ai pas répondu. Certaines personnes ne méritent pas de réponse. Elles méritent l'oubli. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois clairement le chemin parcouru. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, des jours où j'ai remis en question chaque décision, des moments où la solitude semblait insupportable. Mais chaque larme, chaque doute, chaque moment difficile en valait la peine. Parce qu'ils m'ont amené ici, à cette version de moi qui n'accepte pas les miettes, qui ne négocie pas sa dignité, qui ne se courbe pas devant l'arrogance d'autrui. La France, avec toute sa valorisation des apparences et du statut, enseigne qu'on doit maintenir sa contenance à tout prix. Mais j'ai appris qu'il y a un prix trop élevé, le prix de sa propre âme. Et je ne suis plus disposée à payer ce prix. Quand Benoît m'a dit « Vas-y, quitte la maison », il était confiant que je n'en aurais pas le courage. Il était certain que la peur me paralyserait, que la dépendance me ramènerait. Mais il a oublié un détail crucial. Il a sous-estimé la force silencieuse qu'il y a chez toute femme qui décide finalement qu'elle mérite plus. Je suis sortie de cette maison non pas comme une vaincue, mais comme une stratège. Non pas comme une victime, mais comme une survivante devenue victorieuse. Et quand sa mère est apparue à ma porte en criant « Tu sais ce qu'il vient de faire ?» j'ai compris que le jeu avait définitivement changé. Ce n'était plus eux qui contrôlaient mon récit, c'était moi qui contrôlais mon destin. Ceci est mon histoire. L'histoire d'une femme qui a cru aux mauvaises promesses, toléré les irrespects inacceptables, mais a trouvé en elle le courage de réécrire la fin. Non pas avec une vengeance mesquine ou une haine dévorante, mais avec des décisions conscientes, une planification intelligente et surtout de l'amour propre. S'il y a une leçon que je tire de ce voyage, c'est celle-ci. La dignité ne se négocie pas, le respect ne se supplie pas, et la liberté, la vraie liberté, ne vient que lorsqu'on a le courage d'abandonner ce qui nous emprisonne, même si c'est confortable, même si c'est familier, même si c'est tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui, à 43 ans, je me réveille chaque matin avec vue sur le lac d'Annecy. Je prends mon café en observant les cygnes glisser doucement sur l'eau. J'ouvre ma librairie et j'accueille des femmes qui, comme moi, cherchent à se reconnecter avec elles-mêmes à travers les pages d'un livre. Et je souris, non pas le sourire forcé de quelqu'un qui fait semblant d'aller bien, mais le sourire authentique de quelqu'un qui est enfin en paix. Benoît a perdu bien plus que des biens matériels ou une réputation. Il a perdu l'opportunité d'avoir à ses côtés une femme loyale, intelligente et forte. Il a perdu par arrogance, par mépris, en croyant que le contrôle était la même chose que l'amour. Mais moi, je n'ai rien perdu. En fait, j'ai tout gagné. J'ai récupéré moi-même. Et cela, j'ai découvert, est la victoire la plus importante de toutes. Vous voulez savoir comment cette histoire continue ? Ce qui s'est passé quand Benoît a réalisé qu'il avait vraiment perdu.
Comment sa famille a réagi au verdict final? Ne vous arrêtez pas maintenant, dans les prochains chapitres, vous découvrirez des rebondissements que même moi, je n'avais pas imaginés. Des vérités cachées vont émerger, des alliances vont s'effondrer et la justice, enfin, sera rendue. Continuez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce voyage ne fait que commencer. Les 6 mois qui suivirent mon départ de Lyon furent une période de transformation que je n'aurais jamais imaginé possible. Chaque matin à Annecy m'apportait une clarté nouvelle, comme si les brumes qui avaient obscurci mon jugement pendant 3 décennies se dissipaient enfin. La ville, avec ses canaux pittoresques et son lac majestueux, devint mon refuge et mon terrain de renaissance. Maître Dubois s'avéra être bien plus qu'un simple avocat. Il devint un allié stratégique dans cette bataille qui prenait des proportions que même moi je n'avais pas anticipées. Lors de notre 2e rencontre, dans son cabinet élégant du quartier Croix-Rousse à Lyon, il étala tous les documents que j'avais méticuleusement rassemblés pendant des mois. « Madame Vasselin, dit-il en ajustant ses lunettes, son regard perçant parcourant les pages, « ce que vous avez ici ne constitue pas simplement des preuves pour un divorce. C'est un cas potentiel de fraude fiscale, de dissimulation de patrimoine et possiblement même de détournement de fonds. Votre mari a été extraordinairement imprudent. Je sentis mon cœur s'accélérer. Que voulez-vous dire exactement? Il pointa plusieurs transactions sur les relevés bancaires. Regardez ces virements vers cette société offshore aux îles Caïmans. Ensuite, comparez avec ses factures de son cabinet d'avocat. Les montants correspondent presque exactement. Il utilise des fonds du cabinet, donc potentiellement de l'argent de ses clients, pour alimenter ses comptes personnels cachés. C'est un délit pénal, madame. Pas seulement une affaire civile de divorce. Je restais silencieuse, absorbant l'ampleur de ce que je venais d'entendre. Benoît n'était pas seulement un mari infidèle et manipulateur, il était aussi un criminel. La façade impeccable qu'il maintenait depuis des années cachait une corruption profonde que même moi, je n'avais pas complètement saisie. « Qu'allons-nous faire avec ces informations ?» demandai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Maître Dubois se pencha en arrière dans son fauteuil, les doigts joints sous son menton. « Nous avons 2 options. La première, nous utilisons tout ceci exclusivement dans la procédure de divorce pour obtenir le maximum pour vous. La seconde, nous signalons également ces irrégularités au procureur de la République et à l'ordre des avocats, ce qui entraînera probablement des poursuites pénales contre votre mari. » La décision aurait dû être difficile. Pendant 32 ans, j'avais été conditionnée à protéger Benoît, à préserver notre image de famille parfaite, à éviter les scandales. Mais cette Élodie-là n'existait plus. La femme que j'étais devenue comprenait que certains comportements ne pouvaient pas rester impunis. « Nous faisons les 2, répondis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. Il ne peut pas continuer à blesser les gens sans conséquence. Maître Dubois sourit. Un sourire fin mais approbateur. « J'espérais que vous diriez cela. Préparons-nous donc pour la guerre, Madame Vasselin, parce que c'est exactement ce que cela va devenir. » Et il avait raison. Dès que les premiers documents légaux furent déposés, Benoît mobilisa toutes ses ressources pour contre-attaquer. Il engagea Maître Fontaine, l'un des avocats de divorce les plus redoutés de Lyon, connu pour ses tactiques agressives et sa capacité à intimider les opposants. Les semaines suivantes furent une succession d'audiences préliminaires, de demandes contradictoires, de tentatives de retarder la procédure. Mais Benoît commit une erreur fondamentale. Il sous-estima continuellement ma détermination. Chaque fois que son avocat présentait une motion pour ralentir les choses, Maître Dubois répondait avec des contre-arguments documentés et précis. Chaque fois que Benoît essayait de présenter une version édulcorée des faits, nous produisions des preuves qui contredisaient ses affirmations. La situation devint encore plus complexe quand Sylvie, ma belle-mère, décida d'intervenir activement dans la procédure. Elle engagea son propre avocat pour tenter de récupérer la maison de Provence qui avait été vendue frauduleusement. Techniquement, cette propriété appartenait à la succession de son père, et Benoît n'avait qu'un droit d'usage, pas de propriété complète. La vente était donc non seulement une violation de nos accords matrimoniaux, mais aussi une appropriation illégale d'un bien familial. Je me souviens avec précision du jour où les 3 parties, moi, Benoît et Sylvie, nous nous retrouvâmes face à face dans le bureau du juge médiateur.
L'atmosphère était glaciale. Sylvie me lança un regard chargé de reproches et d'amertume. Benoît, quant à lui, affichait ce masque d'assurance professionnelle qu'il portait si bien. Mais je pouvais voir la tension dans ses mâchoires, la légère crispation autour de ses yeux. Le juge, un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et une présence imposante, parcourut les dossiers avec une expression de plus en plus sévère. Après un long silence, il leva les yeux vers Benoît. « Maître Vasselin, vous êtes avocat spécialisé en droit de la famille depuis combien d'années ?»« 23 ans, monsieur le juge, » répondit Benoît avec cette arrogance à peine voilée qui le caractérisait. « 23 ans, » répéta le juge d'un ton pensif. « Et pendant ces 23 années, vous avez certainement conseillé de nombreux clients sur l'importance de la transparence patrimoniale dans un mariage, n'est-ce pas ?» Je vis Benoît pâlir légèrement. Il savait exactement où le juge voulait en venir. Naturellement, « Monsieur le juge, alors, pouvez-vous m'expliquer comment un professionnel de votre expérience a pu penser qu'il était acceptable de dissimuler des actifs, de vendre une propriété familiale sans consentement approprié et de transférer systématiquement des fonds conjugaux vers des comptes personnels sans en informer votre épouse ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Benoît ouvrit la bouche, la referma, chercha le regard de son avocat. Maître Fontaine intervint rapidement. « Monsieur le juge, mon client conteste ces allégations. Il n'y a eu aucune dissimulation intentionnelle. Il s'agit simplement de malentendus concernant la gestion du patrimoine familial. » Maître Dubois se leva calmement. « Malentendu. » Il ouvrit son attaché-case et en sortit une liasse impressionnante de documents. Nous avons ici 47 virements bancaires vers des comptes offshore, 23 transactions immobilières non déclarées et des relevés détaillés montrant des retraits massifs pendant les 6 mois précédant la séparation. Si ce sont des malentendus, monsieur le juge, alors ils sont remarquablement systématiques. Ce fut un moment décisif. Je vis quelque chose se briser dans l'expression de Benoît. Cette confiance absolue qu'il avait toujours eue commença à se fissurer. Pour la première fois, il réalisa peut-être que cette bataille n'allait pas se terminer comme il l'avait prévu. La médiation se poursuivit pendant 3 heures éprouvantes. Sylvie pleura en parlant de la maison de Provence, comment c'était le dernier lien avec son père décédé, comment Benoît avait trahi la confiance familiale. Je restai calme et factuel, laissant les documents parler pour moi. Benoît, de plus en plus acculé, finit par perdre son sang-froid professionnel et éleva la voix, ce qui ne fit qu'aggraver sa situation devant le juge. À la fin de la séance, le juge rendit plusieurs décisions préliminaires. Toutes les ventes de biens immobiliers effectuées pendant les 12 mois précédents seraient scrutées pour fraude potentielle. Tous les comptes bancaires, y compris les offshore, seraient gelés jusqu'à l'audit complet. Et la maison de Provence serait mise sous séquestre jusqu'à ce que la question de propriété soit résolue. En sortant du tribunal, Sylvie m'intercepta dans le couloir. Son visage, habituellement si composé et froid, était ravagé par l'émotion. « Tu es contente maintenant ?» cracha-t-elle avec venin. « Tu as détruit mon fils, tu as détruit notre famille. » Je la regardais droit dans les yeux, cette femme qui m'avait méprisée pendant des décennies, qui m'avait toujours fait sentir inadéquate, insuffisante. « Non, Sylvie, » répondis-je avec un calme qui venait des profondeurs de ma nouvelle force. « C'est votre fils qui a détruit notre famille. Il l'a fait par ses mensonges, ses trahisons, sa cupidité. Je n'ai fait que refuser de continuer à être victime de tout cela. Il y a une différence fondamentale. » Elle me fixa pendant un long moment, puis son expression changea subtilement. Ce n'était plus de la colère. C'était quelque chose de plus complexe, peut-être de la reconnaissance, peut-être même du respect involontaire. « Tu as changé, » dit-elle finalement, sa voix moins hostile. « Tu n'es plus la petite souris silencieuse que mon fils a épousée. »« Non, » acquiesçai-je, « je ne le suis plus, et je ne le serai jamais plus. » Les semaines qui suivirent furent une période d'investigation approfondie. Des auditeurs financiers furent appointés pour examiner tous les comptes et transactions de Benoît. Ce qu'ils découvrirent dépassait même mes pires craintes. Pendant presque une décennie, Benoît avait systématiquement détourné de l'argent, non seulement de nos comptes conjugaux, mais aussi du cabinet d'avocats qu'il dirigeait avec 2 associés. Les sommes étaient considérables.
Plus de 300 000 € avaient été transférés vers des comptes personnels cachés. Des fonds de clients avaient été temporairement utilisés pour des investissements personnels avant d'être remplacés. C'était un schéma complexe de fraude qui ne pouvait avoir été accidentel. Quand les associés de Benoît découvrirent ces informations, ils furent dévastés. Maître Leroux et Maître Girard, qui travaillaient avec lui depuis 15 ans, se sentirent trahis. Ils lancèrent immédiatement une procédure pour le retirer du cabinet et récupérer les fonds détournés. La réputation professionnelle que Benoît avait construite pendant 2 décennies s'effondra en quelques semaines. L'Ordre des avocats ouvrit une enquête disciplinaire. Les médias locaux commencèrent à rapporter l'histoire. Avocats lyonnais accusés de fraude et détournement de fonds. Chaque article était comme un coup de marteau sur la façade parfaite que Benoît avait maintenue pendant des années. Pendant tout ce temps, je continuais ma vie à Annecy. J'ouvrais ma librairie chaque matin, je servais mes clients avec un sourire authentique, je participais aux événements culturels de la ville. Les gens d'Annecy ne savaient rien de mon passé compliqué à Lyon. Pour eux, j'étais simplement Élodie, la sympathique libraire qui recommandait toujours le livre parfait. C'est pendant cette période que je rencontrai Julien. Il était professeur de littérature au lycée local et venait régulièrement à ma librairie chercher des ouvrages pour ses cours. C'était un homme doux, dans la cinquantaine, avec des yeux gentils et un sourire facile. Veuf depuis 3 ans, il élevait seul sa fille adolescente, Marine. Nos conversations commencèrent autour des livres. Camus, Sartre, Marguerite Duras. Mais progressivement, elles devinrent plus personnelles. Il me parla de sa femme décédée d'un cancer, de la difficulté d'être parent solo, de sa passion pour l'enseignement. Je lui parlais vaguement de mon divorce en cours, sans entrer dans les détails sordides. « On porte tous nos cicatrices », me dit-il un jour alors que nous prenions un café après la fermeture de la librairie. Ce qui compte, c'est comment on choisit de vivre avec elles. Ces mots simples résonnèrent profondément en moi. Julien ne cherchait pas à me sauver ou à me réparer. Il acceptait simplement ma présence, mes silences, mes moments de vulnérabilité. C'était une forme de relation que je n'avais jamais expérimentée avec Benoît. Une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel plutôt que sur le contrôle et la dépendance. Mais je n'étais pas prête pour une nouvelle relation amoureuse. Mon divorce n'était pas finalisé. Mon cœur portait encore trop de blessures fraîches. Je fis comprendre cela clairement à Julien et il respecta mes limites sans pression ni ressentiment. « Quand tu seras prête, dit-il simplement, si tu es prête un jour, je serai là. Et si tu n'es jamais prête, je serai quand même ton amie. » Cette amitié naissante devint un pilier inattendu pendant les mois difficiles qui suivirent. Avoir quelqu'un avec qui je pouvais simplement être moi-même, sans jugement ni attente, était un cadeau précieux. En mars, l'audience principale du divorce eut lieu. La salle d'audience était bondée, non seulement avec les parties impliquées, mais aussi avec plusieurs journalistes qui couvraient ce qui était devenu une affaire publique. Benoît arriva accompagné de Maître Fontaine, mais son apparence avait changé dramatiquement. Il avait maigri, des cernes profonds marquaient ses yeux. Sa posture, autrefois si assurée, était voûtée. Le procès dura 3 jours complets. Témoignage après témoignage, document après document, la véritable nature de Benoît fut exposée devant le tribunal. Ses associés témoignèrent de la fraude. Des clients trompés racontèrent leurs histoires. Des experts financiers présentèrent des analyses détaillées des détournements. Et moi, je témoignais. Racontais 32 ans de manipulation psychologique, de contrôle financier, d'isolement social. Expliquait comment il m'avait systématiquement dépossédé de mon autonomie, comment il avait utilisé son statut professionnel pour me faire croire que j'étais incapable de prendre mes propres décisions. Quand je terminais mon témoignage, il y eut un silence dans la salle. Plusieurs femmes dans le public avaient les larmes aux yeux. Même le juge, une femme expérimentée qui avait certainement entendu des centaines de cas similaires, semblait ému. Benoît, quand son tour vint de témoigner, essaya de se défendre. Affirma que j'exagérais, que j'étais amère et vindicative. Mais ses propres actions le contredisaient. Comment pouvait-il prétendre au respect quand il avait frauduleusement vendu des propriétés familiales ?
Comment pouvait-il parler d'amour quand il avait ouvertement maintenu plusieurs relations extra-conjugales? Comment pouvait-il invoquer l'honnêteté quand il avait systématiquement caché des actifs financiers? L'avocat de Benoît tenta une dernière stratégie désespérée. Il suggéra que j'avais également dissimulé des actifs, faisant référence vaguement à des sources de revenus non déclarées. C'était, je le savais, une tentative de découvrir l'héritage de ma grand-mère. Maître Dubois répondit avec précision chirurgicale. Ma cliente a en effet reçu un héritage de sa grand-mère maternelle, décédée il y a 3 ans. Cet héritage était un legs personnel, exclu de la communauté matrimoniale selon la volonté explicite de la défunte, documentée par testament notarié. De plus, Madame Vasselin a déclaré cet héritage aux autorités fiscales appropriées, contrairement à son mari qui a systématiquement dissimulé des revenus et des actifs. Nous pouvons fournir toute la documentation nécessaire si la Cour le souhaite. Ce fut le coup de grâce. Benoît n'avait aucune défense légitime. Le contraste entre ma transparence et ses dissimulations ne pouvait être plus évident. Le verdict, quand il fut rendu quelques semaines plus tard, fut dévastateur pour Benoît. Le divorce fut prononcé aux torts exclusifs du mari. Je reçus 50% de tous les actifs conjugaux, plus une compensation substantielle pour dissimulation de patrimoine. La maison de Provence fut restituée à la succession de Sylvie, avec une obligation pour Benoît de rembourser les fonds de la vente frauduleuse. Il fut également condamné à payer des dommages et intérêts à ses anciens associés pour le détournement de fonds du cabinet. Mais au-delà des aspects financiers, il y eut des conséquences professionnelles sévères. L'Ordre des avocats vota une suspension de 2 ans de sa licence professionnelle avec obligation de suivre une formation en éthique avant toute réintégration éventuelle. Ses chances de reconstruire sa carrière juridique à Lyon étaient essentiellement nulles. Quand les résultats furent annoncés, je ne ressentis pas de joie triomphale. Je ressentis plutôt un soulagement profond, une fatigue émotionnelle et surtout une certitude tranquille que la justice, malgré toutes ses imperfections, avait finalement été rendue. Sylvie m'approcha dans le couloir après le verdict. Cette fois, il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une tristesse résignée. « Je comprends maintenant », dit-elle doucement. « Il est mon fils, mais cela ne rend pas ses actions justifiables. J'aurais dû te soutenir plutôt que de toujours excuser son comportement. » C'était l'excuse la plus proche que j'obtiendrais probablement d'elle. Et étrangement, c'était suffisant. Je n'avais pas besoin de son approbation ou de ses regrets. J'avais simplement besoin de ma propre paix intérieure. « La maison de Provence vous revient légalement maintenant, » lui dis-je. « C'était le legs de votre père et elle devrait rester dans votre famille. J'ai demandé à mon avocat d'accélérer le processus de restitution. » Elle me regarda avec surprise, puis une gratitude authentique traversa son visage. « Merci, Élodie. Je n'aurais pas attendu cela de ta part après tout ce qui s'est passé. »« Ce n'est pas pour vous, » répondis-je honnêtement. « C'est pour moi. Je ne veux rien qui me lie à cette période de ma vie. Je construis quelque chose de nouveau, et cette maison appartient à votre passé, pas à mon futur. Nous nous séparâmes sans effusion, mais avec une compréhension mutuelle qui n'avait jamais existé auparavant. Parfois, les fins ne sont pas dramatiques. Elles sont simplement finales. Les mois suivant le verdict furent une période de reconstruction intense. Avec l'argent du divorce finalisé et mes propres économies de l'héritage de ma grand-mère, je me retrouvais dans une position financière que je n'aurais jamais imaginé possible à 43 ans. Mais au-delà de la sécurité matérielle, c'était l'indépendance psychologique qui représentait le véritable trésor. Ma librairie à Annecy prospérait de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme un projet modeste, un petit espace dans le centre historique avec quelques étagères de livres soigneusement sélectionnés, était devenu un véritable centre culturel pour la communauté locale. Les clubs de lecture que j'organisais chaque semaine attiraient des dizaines de participants, principalement des femmes de tous âges qui trouvaient dans ces rencontres un espace de dialogue et de connexion. C'est lors d'un de ces clubs de lecture que je rencontrai Isabelle. Elle avait 58 ans, récemment divorcée après 35 ans de mariage, et son histoire résonnait douloureusement avec la mienne. Pendant la discussion sur Une vie de Maupassant,
Elle partagea son expérience avec une vulnérabilité brute qui toucha toute l'assemblée. « Je croyais que le sacrifice était de l'amour, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai sacrifié ma carrière, mes ambitions, mes amitiés. Et à la fin, il m'a quittée pour une femme plus jeune en me disant que j'étais devenue ennuyeuse. » Comme si m'effacer complètement pour le soutenir pendant des décennies n'était pas suffisant. Les têtes acquiescèrent autour de la table. Trop de femmes connaissaient cette histoire. Trop de femmes avaient vécu cette même trahison déguisée en normalité conjugale. Après la réunion, Isabelle resta pour m'aider à ranger. Nous parlâmes longuement, partageant nos expériences respectives. C'est elle qui me donna l'idée qui transformerait ma librairie en quelque chose de beaucoup plus significatif. « Tu devrais créer un programme d'atelier », suggéra-t-elle. Pas seulement de lecture, mais des discussions sur la reconstruction après le divorce, sur la redécouverte de soi, sur la gestion financière pour les femmes qui n'ont jamais eu de contrôle sur l'argent. Il y a tellement de femmes qui ont besoin de cela. L'idée germa immédiatement dans mon esprit. J'avais les ressources, l'espace et surtout l'expérience personnelle qui rendrait ce projet authentique. Dans les semaines suivantes, je développais un programme complet d'ateliers mensuels couvrant différents aspects de l'autonomisation féminine. Le premier atelier, intitulé « Reconstruire son identité après une relation toxique », attira 23 femmes. Nous louâmes une salle plus grande dans la mairie d'Annecy pour accommoder tout le monde. J'avais invité une psychologue spécialisée en traumatisme relationnel et une conseillère financière. L'atmosphère était électrique. Un mélange de nervosité, d'anticipation et d'espoir. Quand je partageais ma propre histoire avec le groupe, omettant les détails trop intimes, mais restant honnête sur les mécanismes de contrôle et de manipulation que j'avais vécus, je vis des larmes couler sur de nombreux visages. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, de validation, de soulagement de ne pas être seule. Je pensais que c'était de ma faute, dit une femme nommée Claire, la quarantaine, mère de 3 enfants. Il me répétait constamment que j'étais trop sensible, trop émotionnelle, que je réagissais de manière exagérée. J'ai commencé à douter de ma propre perception de la réalité. C'était le gaslighting classique et trop de femmes dans cette salle avaient vécu la même chose. La validation mutuelle qui émergea de ces partages fut thérapeutique d'une manière que je n'avais pas anticipée. Ce n'était plus seulement mon histoire, c'était notre histoire collective. Les ateliers devinrent mensuels, puis bimensuels, tant la demande était forte. Nous couvrîmes des sujets variés, gestion financière pour débutantes, navigation dans le système juridique français lors d'un divorce, reconstruction de l'estime de soi, création d'entreprises pour les femmes de plus de 40 ans. Chaque session attirait entre 15 et 40 participantes. Parallèlement à ces activités, ma relation avec Julien évoluait lentement, mais profondément. Il n'y avait rien de précipité, rien de dramatique. C'était une connexion construite sur l'amitié authentique, le respect mutuel et une compréhension partagée des complexités de la vie. Sa fille, Marine, 15 ans, fut initialement méfiante vis-à-vis de moi. Elle était encore en deuil de sa mère et voyait probablement toute femme proche de son père comme une menace à cette mémoire. Je respectais cette distance, ne forçant jamais ma présence, laissant la relation se développer naturellement. Ce fut lors d'un salon du livre à Annecy que quelque chose changea entre Marine et moi. J'avais invité Julien et sa fille à l'événement, et Marine, passionnée de fantasy et de science-fiction, fut émerveillée de rencontrer plusieurs auteurs qu'elle admirait. Je l'avais discrètement organisée, arrangeant des séances de dédicaces privées avec quelques écrivains que je connaissais. « Tu as fait ça pour moi ?» me demanda-t-elle après, ses yeux brillants d'excitation et de gratitude. « J'ai fait ça parce que je sais combien la lecture peut être importante pour une jeune femme qui cherche à comprendre le monde, » répondis-je honnêtement. Les livres m'ont sauvée plus d'une fois. À partir de ce moment, Marine commença à venir régulièrement à la librairie après les cours. Pas pour voir son père, mais pour me voir moi. Nous parlions de livres, certes, mais aussi de ses rêves, de ses peurs, des complexités de l'adolescence. Je ne cherchais jamais à remplacer sa mère, personne ne pourrait. Mais je pouvais être une présence stable, un mentor, une amie adulte en qui elle pouvait avoir confiance. C'est en juillet, presque 1 an après mon départ de Lyon,
que je reçus un appel inattendu. C'était Benoît. Mon premier réflexe fut de raccrocher immédiatement, mais la curiosité l'emporta. Élodie, sa voix était différente, plus petite, dépourvue de cette arrogance qui la caractérisait autrefois. Je sais que je n'ai aucun droit de t'appeler. Je sais que tu ne me dois rien, mais j'ai besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire, Benoît, répondis-je calmement. S'il te plaît, juste 5 minutes, je ne te demande pas de pardon, je ne te demande rien, je veux juste que tu saches quelque chose. Contre mon meilleur jugement, j'acceptais de le rencontrer dans un café public à Lyon 1 semaine plus tard. Maître Dubois me conseilla vivement de ne pas y aller seul, alors j'emmenai Margot avec moi comme témoin et soutien. Quand j'arrivai au café, Benoît était déjà là. Je le reconnus à peine. Il avait vieilli de 10 ans en 12 mois. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient parsemés de gris. Son costume, habituellement impeccable, semblait légèrement froissé. Mais c'était surtout son regard qui avait changé. Toute cette assurance prétentieuse avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la vraie humilité. « Merci d'être venu », dit-il simplement quand je m'assis en face de lui. Margot s'installa à une table voisine, assez proche pour intervenir si nécessaire, assez loin pour nous donner un semblant d'intimité. « J'ai 5 minutes, Benoît. Qu'est-ce que tu veux ?» Il prit une profonde inspiration. « Je veux que tu saches que tu avais raison, surtout. J'étais un mari horrible, un homme malhonnête, un manipulateur. J'ai passé cette dernière année à faire une thérapie intensive et j'ai commencé à comprendre à quel point j'étais toxique. » Je restais silencieuse, attendant qu'il continue. Chloé m'a quittée 2 semaines après le verdict. Elle n'a jamais été intéressée par moi, juste parce qu'elle pensait que je pouvais lui offrir. Mes associés m'ont poursuivi en justice. L'ordre des avocats m'a suspendue. J'ai perdu tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant des décennies. « Et tu veux ma sympathie ?» demandai-je, ma voix dénuée d'émotion. « Non, » répondit-il rapidement. « Je ne veux pas ta sympathie. Je veux que tu saches que je comprends maintenant. Tu ne m'as pas détruit. Je me suis détruit moi-même. Tu as simplement refusé d'être détruite avec moi. » Il y eut un long silence. Je regardais cet homme avec qui j'avais passé 32 ans de ma vie. Cet homme que j'avais aimé, haï, craint et finalement dépassé. Et je réalisais que je ne ressentais plus rien pour lui. Ni amour, ni haine, ni même pitié. Juste une indifférence paisible. « Je ne t'ai jamais vu vraiment, » continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Je ne t'ai jamais apprécié pour qui tu étais. Je t'ai modelé, contrôlé, diminué. Et maintenant que tu es parti, maintenant que j'ai perdu tout le reste aussi, je comprends ce que j'ai perdu. Pas une possession, mais une partenaire, une égale, une femme extraordinaire que je n'ai jamais pris le temps de connaître réellement. » C'était peut-être l'excuse la plus sincère qu'il m'ait jamais donnée. Mais c'était aussi trop peu, trop tard. « Benoît, » dis-je finalement, ma voix calme mais ferme. « Je suis contente que tu fasses cette thérapie. Je suis contente que tu commences à comprendre tes erreurs. Mais cette compréhension n'est pas pour moi. Elle est pour toi et pour toutes les personnes que tu rencontreras dans le futur. Je ne peux pas te pardonner. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit important que je le fasse. Le pardon que tu cherches vraiment doit venir de toi-même. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je sais que je n'ai aucun droit d'attendre quoi que ce soit de toi. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison de partir, que tu avais raison sur tout. » Je me levai, prête à partir. Puis, sur une impulsion, je posai ma main brièvement sur son épaule. « Fais mieux, Benoît. Pas pour moi, mais pour toi. Il n'est jamais trop tard pour devenir une meilleure personne. » Je partis sans me retourner, Margot marchant silencieusement à mes côtés. Dans la voiture, elle me demanda « Comment tu te sens ?»« Libre, » répondis-je simplement. « Complètement, absolument libre. » Et c'était vrai. Cette rencontre avec Benoît n'avait pas rouvert de vieilles blessures. Elle avait plutôt confirmé à quel point j'avais évolué. La femme qu'il avait épousée 32 ans auparavant n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, plus sage, plus authentique. Les mois suivants apportèrent leur lot de nouvelles expériences et de croissance continue. Ma librairie continua de prospérer, les ateliers pour femmes devinrent si populaires
qu'une journaliste locale écrivit un article à leur sujet dans le Dauphiné libéré. L'article attira encore plus d'attention et bientôt, je recevais des demandes de femmes de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour organiser des événements similaires dans leur propre ville. Je collaborais avec d'autres libraires, des psychologues, des avocates spécialisées en droit de la famille, des conseillères financières. Ensemble, nous créâmes un réseau informel de soutien pour les femmes naviguant dans des situations difficiles. Ce n'était pas une organisation officielle, pas une association enregistrée. C'était simplement un groupe de femmes aidant d'autres femmes, partageant ressources et expériences. Ma relation avec Julien continua d'évoluer à son propre rythme. Il n'y eut jamais de moments dramatiques de déclaration ou de grands gestes romantiques. Simplement, un jour, après avoir fermé la librairie, alors que nous marchions le long du lac sous un ciel étoilé d'automne, il prit ma main, et je la laissai dans la sienne. « Je ne veux pas te presser, » dit-il doucement. « Je ne veux pas que tu sentes que tu dois quelque chose, mais je veux que tu saches que je suis là, pas pour te sauver ou te réparer, parce que tu n'as besoin ni de l'un ni de l'autre, juste pour être à tes côtés, si tu le veux. » C'était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre, non pas une promesse de me compléter, mais simplement un choix d'être présent. Une relation construite non sur la dépendance, mais sur la complémentarité de deux personnes entières. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » répondis-je honnêtement. « Je ne suis même pas sûre d'être prête pour une relation sérieuse. Mais je sais que j'apprécie profondément ta présence dans ma vie. C'est suffisant, » sourit-il. « Plus que suffisant. » En décembre, presque 18 mois après mon départ de Lyon, je reçus une invitation inattendue. Isabelle, mon amie du club de lecture, avait décidé d'organiser une soirée spéciale pour toutes les femmes qui avaient participé aux ateliers au cours de l'année. Elle l'appela « Soirée de célébration de la résilience ». La soirée eut lieu dans un restaurant charmant avec vue sur le lac. Plus de 40 femmes vinrent, certaines que je connaissais bien, d'autres que je n'avais rencontrées qu'une ou deux fois. Chacune apporta quelque chose, nourriture, vin, histoire, rire. L'atmosphère était joyeuse, mais aussi profondément émouvante. Vers la fin de la soirée, Isabelle se leva et demanda l'attention de toutes. « Je veux porter un toast à Élodie », dit-elle, levant son verre. « Cette femme nous a donné plus qu'un espace physique ou des ateliers éducatifs. Elle nous a donné quelque chose de beaucoup plus précieux. Elle nous a montré qu'il est possible de se reconstruire, qu'il n'est jamais trop tard pour redevenir soi-même. » Les verres se levèrent et je sentis des larmes brûler mes yeux. Mais contrairement aux larmes de douleur et d'humiliation que j'avais versées dans ce train vers Annecy il y a presque 2 ans, c'étaient des larmes de gratitude, d'accomplissement, de connexion humaine authentique. Je ne peux pas accepter tout le crédit, dis-je quand le silence revint, parce que ce que nous avons créé ici, c'est quelque chose que nous avons toutes construit ensemble. Chaque histoire partagée, chaque moment de vulnérabilité, chaque acte de soutien mutuel, tout cela vient de nous toutes. Je ne vous ai pas sauvés. Nous nous sommes sauvés les unes les autres. La soirée se poursuivit tard dans la nuit. Les conversations coulaient librement, oscillant entre le profond et le léger, entre les larmes et les rires. C'était, je réalisais, exactement le type de communauté que j'avais inconsciemment cherché toute ma vie. Un espace où être authentique n'était pas seulement accepté, mais célébré. En rentrant chez moi cette nuit-là, marchant lentement le long du lac sous la lumière argentée de la lune, je pensais à tout le chemin parcouru. De cette femme brisée qui avait fui Lyon avec 2 valises, ne sachant même pas où elle allait, à cette femme qui avait reconstruit non seulement sa propre vie, mais avait créé un espace de guérison pour tant d'autres. Le voyage n'avait pas été linéaire. Il y avait eu des rechutes, des moments de doute paralysants, des nuits où la solitude semblait insupportable. Mais chaque épreuve avait apporté sa propre leçon. Chaque difficulté avait forgé une nouvelle force. Benoît m'avait dit un jour que je ne survivrais pas sans lui. Il avait eu tort sur tant de choses, mais celle-ci était peut-être l'erreur la plus fondamentale. Je n'avais pas simplement survécu, j'avais prospéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer en restant dans cette cage dorée. Le printemps suivant apporta avec lui un renouveau qui semblait résonner parfaitement avec l'état de ma propre vie. Les montagnes autour d'Annecy se dépouillaient de leurs manteaux neigeux, révélant les premiers bourgeons verts. Le lac, gelé pendant les mois d'hiver, recommençait à scintiller sous le soleil revenant.
C'est en mars que je reçus un appel qui changerait une fois de plus la direction de ma vie. Une maison d'édition parisienne, Éditions Lumière, m'avait contacté après avoir lu l'article du Dauphiné Libéré sur mes ateliers pour femmes. « Madame Vasselin ?» dit l'éditrice au téléphone, une femme nommée Corinne Moreau, « nous avons été fascinés par votre histoire et par le travail que vous faites. Avez-vous déjà pensé à écrire un livre ?» Un livre. L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit sérieusement. Mais combien de femmes pourraient être aidées par la lecture de mon parcours ? Combien se sentiraient moins seules en reconnaissant leurs propres expériences dans les miennes ? Ce soir-là, j'en parlais à Julien pendant le dîner. Marine était chez une amie, alors nous avions la cuisine pour nous seuls. Il écoutait attentivement pendant que je lui exposais mes hésitations. « Je pense que c'est une opportunité incroyable, » dit-il finalement. « Mais seulement si c'est ce que tu veux vraiment faire. Est-ce que raconter ton histoire de cette manière te semblerait libérateur ou rétraumatisant ?» C'était la bonne question. Je passais plusieurs jours à y réfléchir profondément. Finalement, j'acceptais. Le processus d'écriture dura 6 mois intenses. Certains jours, après les sessions d'écriture, je me sentais vidé émotionnellement. D'autres jours, énergisé, comme si chaque mot écrit était un acte de réclamation de ma propre narration. Le livre, que nous intitulâmes « La dignité ne se négocie pas », fut publié en novembre. La réponse dépassa toutes mes espérances. En quelques semaines, il se retrouva sur plusieurs listes de best-sellers. Des lecteurs m'écrivaient de toute la France, partageant leurs propres histoires, me remerciant d'avoir mis des mots sur des expériences qu'elles croyaient indicibles. Une librairie de Lyon organisa une séance de dédicace. J'hésitais longuement avant d'accepter, mais Margot insista pour m'accompagner. La séance attira plus d'une centaine de personnes. Des femmes de tous âges formaient une file qui serpentait jusque dans la rue. « Mon mari m'a dit la même chose », murmura une femme dans la soixantaine, des larmes dans les yeux, « que je ne survivrai pas sans lui. Mais votre livre m'a donné le courage de partir. J'ai déposé mes papiers de divorce la semaine dernière. » Vers la fin de la séance, une femme s'approcha que je reconnus immédiatement. C'était Chloé, l'ancienne maîtresse de Benoît. Elle semblait nerveuse, hésitante. « Je suis désolée de vous déranger », commença-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai lu votre livre et je voulais vous présenter mes excuses. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Il m'avait dit que votre mariage était mort depuis des années. » Je la regardais, cette jeune femme qui avait été utilisée par Benoît presque autant que je l'avais été. « Chloé, je ne peux pas dire que je vous pardonne facilement, mais je comprends maintenant que Benoît était expert en manipulation. Vous n'étiez pas son ennemi. Vous étiez une autre de ses victimes. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est apprendre de cette expérience et aider d'autres femmes. » Le succès du livre apporta d'autres opportunités. Je fus invitée à parler dans des conférences sur les droits des femmes, à participer à des émissions de radio. Mais au milieu de tout ce tourbillon, je veillais à protéger ma vie privée. Annecy restait mon sanctuaire, ma librairie mon refuge. Ma relation avec Julien continua d'approfondir naturellement. Marine, maintenant 16 ans, était devenue une jeune femme impressionnante. Elle me dit un jour quelque chose qui me toucha profondément. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Élodie ? C'est que tu n'as jamais essayé de remplacer ma mère. Tu es juste toi, et ça me montre qu'on peut avoir plusieurs personnes importantes dans sa vie sans que l'une efface l'autre. » En février de l'année suivante, je reçus une lettre de Sylvie. C'était la première communication directe entre nous depuis le verdict du divorce. La lettre était longue, écrite à la main avec une calligraphie élégante. « J'ai été élevée dans une génération où les épouses supportaient en silence », écrivait-elle. Mon propre mariage n'était pas parfait, mais j'ai accepté cela comme normal et j'ai transmis ces mêmes attentes toxiques à mon fils et à vous. J'ai également lu votre livre et cela m'a forcé à confronter des vérités inconfortables. J'ai commencé ma propre thérapie à 70 ans. Vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Je lui répondis sincèrement, l'encourageant dans son parcours de guérison. Quant à Benoît, j'entendais occasionnellement qu'il avait déménagé à Marseille où il travaillait comme consultant juridique. Je ne ressentais plus rien pour lui, ni haine, ni pitié. Il faisait partie de mon passé, un chapitre fermé. En mai,
Isabelle organisa un événement spécial pour marquer le 3e anniversaire de nos ateliers. Plus de 150 femmes vinrent. Le moment le plus puissant fut quand nous ouvrîmes le microphone pour des témoignages spontanés. Une jeune femme dans la vingtaine se leva. « Je m'appelle Léa », commença-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai 24 ans. Et je suis dans une relation avec un homme qui me critique constamment, qui contrôle qui je vois et où je vais. Comment avez-vous trouvé le courage ?» Je m'approchai d'elle. « Léa, il y a 3 ans, j'étais exactement où tu es. Et voici ce que j'ai appris. Tu ne trouves pas le courage avant de partir. Tu le découvres en partant. Chaque pas que tu prends révèle une force que tu ne savais pas posséder. Tu ne seras pas seule. Regarde autour de toi. Cette salle est remplie de femmes qui sont ici pour toi. » Plusieurs femmes se levèrent spontanément et entourèrent Léa, créant un cercle de soutien. C'était un moment de pure connexion humaine, de solidarité féminine dans sa forme la plus authentique. En juin, Julien m'invita à les accompagner, lui et Marine, en Grèce pour l'été. C'était la première fois qu'il m'invitait à quelque chose d'aussi significatif. J'acceptais, non sans nervosité, mais cette relation était construite sur des fondations complètement différentes de mon passé. La Grèce fut magique. Un soir, assis sur une terrasse surplombant la mer Égée, Julien prit ma main. « Je t'aime, Élodie, pas parce que tu as besoin d'être sauvée. Je t'aime simplement parce que tu es toi, forte, vulnérable, complexe, réelle. »« Je t'aime aussi, » murmurai-je. Pas du même amour naïf de mes 20 ans, mais quelque chose de plus mûr, plus profond. Un amour construit sur la connaissance réelle de l'autre. De retour à Annecy, nous décidâmes de vivre ensemble. Ce n'était pas une fusion dramatique. C'était une intégration graduelle et respectueuse. Cette cohabitation fonctionnait parce qu'elle respectait l'individualité de chacun. L'automne apporta une nouvelle opportunité. Une chaîne de télévision nationale me contacta pour développer une série documentaire sur les femmes qui reconstruisent leur vie. Le tournage commença en novembre. Nous voyageâmes à travers la France, rencontrant des femmes avec des histoires extraordinaires. Chaque histoire était unique, mais toutes partageaient ce fil de résilience. En décembre, mon éditrice m'appela. « Élodie, votre livre vient de dépasser le cap des 300 000 exemplaires vendus. Nous avons également reçu des demandes de traduction de plusieurs pays. » Cette nouvelle me rappela que mon histoire, aussi personnelle soit-elle, touchait quelque chose d'universel. La lutte pour la dignité, pour l'autonomie, ces thèmes transcendèrent les frontières. En janvier de la nouvelle année, je fis quelque chose de symbolique. J'écrivis une lettre à mon ancienne moi. « Chère Élodie du passé, je sais que tu as peur en ce moment. Mais je veux que tu saches, tu vas non seulement survivre, mais prospérer. Cette douleur se transformera en force. Cette humiliation deviendra dignité. Tu vas découvrir des parties de toi-même que 32 ans de mariage avaient enfouies. Le vrai amour ressemble à la liberté, pas à une cage. Alors continue à avancer. La lumière arrive. Avec amour, Élodie du futur. » En mars, le documentaire fut diffusé. La réponse fut massive. Plusieurs organisations à but non lucratif me contactèrent pour des partenariats. Mais je protégeais jalousement ma vie privée. Les matinées avec Julien et Marine, les promenades au bord du lac restaient mon ancrage. En mai, 4 ans après mon départ de Lyon, je fis un pèlerinage symbolique. Je retournai à l'appartement où j'avais vécu avec Benoît. Pas pour y entrer, mais pour me tenir devant et me souvenir. L'immeuble était exactement pareil, mais moi, j'étais complètement différente. Je me retournai et partis sans regarder en arrière. Ce soir-là, sur ma terrasse à Annecy, Julien me rejoignit. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. Je pense que Benoît m'a rendu service sans le savoir. En me disant de partir, il m'a forcé à découvrir ma propre force. Je suis reconnaissante pour le voyage que son arrogance m'a involontairement lancé. Quelques semaines plus tard, je reçus une dernière lettre de Benoît. « Élodie, j'ai regardé le documentaire. Je comprends maintenant ce que j'ai perdu. Pas les biens matériels, pas le statut. J'ai perdu la chance de connaître vraiment une femme extraordinaire. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. » Je rangeai la lettre dans un tiroir. Benoît avait finalement compris, mais trop tard. Et c'était correct.
L'été suivant, Julien me fit une proposition d'engagement formelle. La cérémonie eut lieu au bord du lac, entouré de nos proches. Quand vint mon tour de dire mes vœux, je parlais de vérités apprises difficilement. « Julien, je ne peux pas te promettre que je serai toujours facile à aimer. J'ai des cicatrices, mais je peux te promettre que je serai toujours authentique. Notre relation sera basée sur l'égalité et le respect mutuel. Je ne me perdrai jamais à nouveau, parce que l'amour véritable amplifie qui nous sommes, il ne nous diminue pas. » Aujourd'hui, 5 ans après ce moment où Benoît m'a dit « Vas-y, quitte la maison, je me tiens dans ma librairie à Annecy. » La question de Sylvie ce jour-là, « Sais-tu ce qu'il vient de faire ?» résonne encore parfois. Mais maintenant, je l'entends différemment. Comme le premier domino tombant dans une séquence qui mènerait à la justice, à la vérité, à la libération. Ce que Benoît a fait, me pousser dehors avec arrogance, fut le catalyseur de ma renaissance. Il croyait me détruire. Au lieu de cela, il m'a libérée. Je ne passe plus mes journées à penser à lui. Je vis pleinement, j'aime profondément, je contribue significativement. Ma vie est riche de connexions authentiques, de travail qui a du sens, de moments de paix profonde. Quand des femmes viennent me voir, les yeux remplis de peur, me demandant comment elles trouveront le courage de partir, je leur dis « Le courage ne vient pas avant l'action. Il vient pendant l'action. Ce premier pas est le plus difficile, mais je promets que chaque pas suivant devient plus facile. Je crois profondément en cette promesse, parce que je l'ai vécue, parce que je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa propre narration, pour devenir la protagoniste de sa propre histoire, plutôt qu'un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Ma dignité ne se négocie plus. Mon respect de moi-même n'est plus à vendre. Ma valeur n'est plus déterminée par l'opinion d'autrui. Ces choses m'appartiennent maintenant, inaliénables et sacrées. Et si je pouvais retourner en arrière pour parler à cette Élodie tremblante qui fermait la porte de l'appartement à Lyon pour la dernière fois, je lui dirais simplement « Continue à marcher, la lumière t'attend, et elle est plus brillante que tu ne peux l'imaginer. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, c'est que quelque chose dans cette histoire a touché un endroit profond en vous. Peut-être avez-vous reconnu des fragments de votre propre parcours, ou peut-être avez-vous vu refléter les batailles silencieuses de quelqu'un que vous aimez. Je veux savoir, auriez-vous pris la même décision que moi? Auriez-vous trouvé la force de fermer cette porte et de ne jamais regarder en arrière? Laissez votre commentaire. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui passeront par ici et qui auront besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez en ce moment, parce que chaque ville, chaque pays, chaque coin du monde où cette histoire résonne est une preuve que la lutte pour la dignité n'a pas de frontières. Vos mots comptent, votre expérience compte, et quand vous partagez votre vérité ici en bas, vous devenez partie de quelque chose de plus grand, une chaîne de femmes qui refusent le silence, qui choisissent le courage, qui transforment la douleur en sagesse. Si cette histoire vous a bouleversé, si elle a réveillé quelque chose qui dormait peut-être depuis des années, abonnez-vous à la chaîne. Parce qu'il y a d'autres histoires qui attendent d'être racontées, d'autres récits de femmes qui ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ensemble, nous prouvons que la dignité n'a pas de prix, que le respect ne se supplie pas et que la liberté, la vraie liberté, commence au moment où nous décidons que nous méritons plus. Je suis ici, attendant de vous entendre.